Ah merde, attends. Regarde, regarde, regarde. Les amis, c'était où? Regarde, 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 regarde. Mais là, elle allait tomber là, wesh. Au nom du groupe Europe des Nations et des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaidine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges,
avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force, par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, c'est pas possible, hein, respectez, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. On ne doit pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique, ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne leur permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme à un ami, mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leurs terres spoliées, au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Eh bien, pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, donc il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances... Ah merde, attends. Regarde. Les amis, c'était où? Regarde. Mais là, il allait tomber là, wesh. Il allait se prendre la porte. Non européens ne viendront pas les mains vides. Avec la mondialisation, ce rendez-vous est effectif. Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous.
Sinon, c'est de l'assujettissement. L'aide apaise la conscience des donateurs et soulage momentanément les bénéficiaires. Mais elle ne garantit l'autonomie à personne. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. Et moi, j'en ai assez quand je parle avec des Africains. Souvent, on me dit, l'Europe doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est comme si j'étais dans la maison de mon père et je dis que le voisin doit me nourrir. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles. Donc oui, l'Afrique peut reprocher des choses à l'Europe. Oui, mais les défaillances de nos dirigeants d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas les justifier, les légitimer uniquement en accusant l'Europe. Ce serait nous mentir à nous-mêmes. Nous sommes en Allemagne. Ce pays, après la guerre, était démoli, un tas de pierres. Aujourd'hui, on a des frères qui risquent leur vie pour y vivre. C'est parce que les Allemands ont travaillé pour ça. On ne peut pas seulement les accuser, on peut aussi prendre un exemple sur eux. Et je sais que quand on fait une autocritique à l'Afrique, les gens n'aiment pas. Mes frères m'applaudissent quand j'accuse l'Europe. Et puis quand je fais notre autocritique, je deviens la mauvaise. Mais je suis en même temps les deux. La fille qui peut regarder les fautes de l'Europe, mais la fille qui dit, si je veux que ma voisine européenne me respecte, si je veux parler avec elle d'égal à égal, je dois arrêter de demander la moitié de son salaire pour gagner le mien. En ce moment, on parle beaucoup du partenariat Europe-Afrique. Ça passera par une révolution des mentalités. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas le tutoyer. Celui à qui vous demandez la charité, vous ne pouvez pas lui imposer des règles. Celui à qui vous demandez la charité, vous baissez la tête devant lui. Et quand nos dirigeants baissent la tête, les peuples se mettent à genoux. Alors moi, je veux une Afrique qui lève la tête, qui à la table des négociations regarde l'Europe et dit, tu sais quoi? On a passé des siècles à fricoter ensemble. On se connaît tellement. On s'aime, on se déteste comme dans toutes les grandes relations. Mais on va faire des affaires avec éthique pour respecter nos peuples. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique. Et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. Ce n'est pas éthique non plus. Si le partenariat est une association en vue d'agir pour un bénéfice commun, je suis d'accord. Mais il est évident que pour l'instant, c'est l'Europe qui mène la danse. Alors de 2 choses l'une, si vous voulez danser avec moi, vous ne pouvez pas seulement compter sur votre souffle, vous allez m'épuiser. Donc si vous voulez danser avec moi, on doit organiser nos pas et nous entendre doucement et nous entendre. C'est une conciliation. Ce n'est pas une domination, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas une tutelle, c'est une conciliation. Si le partenariat Europe-Afrique consiste simplement à imposer aux pays africains des accords soucieux des seuls intérêts européens, ce ne serait pas un partenariat, ce serait un contrat léonin, donc inacceptable. Ce serait même plus hypocrite que la colonisation. Il s'agit donc de rendre son plein sens au mot partenariat.
Si l'Europe veut aider l'Afrique vraiment, il faut sortir de la condescendance et de la supposée aide pour un vrai et juste, transparent partenariat. Et l'Afrique a son rôle à jouer dans cette quête de perspective. Alors, que doit-elle faire? Vous savez, je ne suis pas économiste, hein, moi je suis... Qu'est-ce que je suis déjà? Une rêveuse. Je cherche de la musique dans les mots et il m'arrive parfois d'avoir une petite idée. Donc j'en ai quelques-unes ici. Peut-être que 10 sont mauvaises et qu'il y en a une de valable. J'aimerais bien que vous la gardiez dans ce cas-là. En tout cas, j'essaye de faire mon possible pour réfléchir tout le temps à la quête de solutions. Selon cette petite recherche, je pense donc que Descartes existe. Ok. Et selon Descartes, la pensée que nous appliquons, nous pouvons aussi la rendre réflexive. Dans mon autocritique d'africaine, parce que je ne veux pas toujours accuser les autres, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire là-bas en Afrique, chez nous, avec notre petite réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quelque chose. Alors je pense que l'Afrique doit prendre la main quant à la gestion de ses matières premières. L'Afrique doit fixer le prix de ses matières premières. Elle doit fixer son prix au lieu de subir le diktat des acheteurs. Vous savez, c'est très simple. Quand vous allez acheter un jean ou une baguette de pain, ce n'est pas vous qui fixez le prix. Vraiment, vous payez le prix que le vendeur vous demande. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'arrivez pas en fixant le prix du bien que vous désirez. C'est le propriétaire qui fixe son prix. Et tout le pouvoir de la relation est dans cette décision du prix. Celui qui fixe le prix, c'est le maître. Celui qui a son bien devrait être le maître de la transaction. Donc l'Afrique doit se respecter. Dans le contexte économique d'un monde globalisé, l'Afrique doit se libérer donc des précarés historiques et jouer franchement la concurrence. Vous savez, le capitalisme est cynique. Je ne l'aime pas, j'y peux rien, mais je dois survivre avec. Alors l'Afrique, elle l'aime ou elle ne l'aime pas, mais elle doit survivre dans le capitalisme. Et le capitalisme est cynique. Donc, ok, si je veux un sac de riz et que le prix que la France me paye n'est pas suffisant, mais si l'Allemagne me paye plus cher, je vends mon sac de ma matière première pour nourrir ma famille. Donc, parce que les anciens colonisateurs n'hésitent pas à jouer cette concurrence entre les pays africains. Alors, pourquoi les pays africains n'utiliseraient pas la même concurrence pour écouler leurs matières premières? Ça permettrait d'élever le prix, par exemple. L'Afrique doit exiger aussi plus de transparence des multinationales et surtout le paiement des impôts que ces multinationales sont censées apporter au pays. Il est quasi impossible d'obtenir des chiffres des bénéfices que les multinationales réalisent en Afrique. Alors, celui des impôts qu'elles sont censées payer est encore plus mystérieux. D'après l'économiste français Thomas Piketty dit ceci: l'Europe, au lieu de se donner bonne conscience avec des flux d'aide au développement, devrait contraindre les multinationales à cet exercice de transparence. Cette opinion générale mine la confiance en l'État en même temps qu'elle le prive de ressources indispensables au développement. Donc, afin de mieux profiter de ces matières premières, l'Afrique devrait aussi s'équiper pour transformer et valoriser ses propres produits. Vous savez, je trouve révoltant une chose. Les enfants de Munich mangent plus de chocolat que les enfants d'Abidjan. Pourtant, je n'ai pas vu de cacaoyer en Allemagne. Eh oui. Les cosmétiques avec le beurre de karité, ces produits-là rendent belles les femmes occidentales. Pour mes sœurs sénégalaises, ces produits sont hors de prix. Pourtant, c'est notre karité à nous d'Afrique. Mais oui, parce que d'autres l'ont utilisé pour transformer, mettre de la valeur et nous vendre ça encore une fois et avoir des plus-values. Donc vous avez l'or du Sénégal,
de Sabodala, c'est vendu en Suisse. Le diamant du Congo est à Amsterdam. Le chocolat de Côte d'Ivoire fait la fortune des Suisses et des Belges. Mais qu'est-ce que l'Afrique tire de ses propres ressources? Donc, valoriser ce que nous avons et ne pas racheter les produits finis qui viennent de chez nous. Alors, l'exemple, c'est comme si quelqu'un prenait mon maïs et revient me vendre un sac de farine. Et je ne peux pas le payer et mes enfants meurent de faim. Pourtant, j'ai produit du maïs. C'est quand même bête. L'Europe tient la bonne gouvernance pour une donnée fondamentale dans son partenariat avec l'Afrique. La vérité, c'est qu'on ne vaincra pas la pauvreté, l'instabilité politique en investissant uniquement dans des secteurs économiques au bénéfice immédiat. Donc pour moi, tout développement passera par l'éducation. Pour une démocratie pérenne, il faut de l'éducation. Et donc il faut faire de l'éducation une priorité, surtout quand on a une jeune population comme on le voit en Afrique.